Ce petit mot d'introduction, simplement pour vous dire que les Suds, vous le savez, c'est un festival de musique, mais c'est aussi un festival où on essaye de comprendre un peu plus le monde. Et pour ça, depuis 15 ans maintenant, on chemine avec Mediapart. Voilà. Et c'est un vrai plaisir et un honneur de pouvoir à nouveau compter sur la présence d'Edoui et de Mediapart pour cette 28e édition. Cet anniversaire, c'est 15 ans, on va les fêter en 2 temps. Donc d'abord ce soir avec toi Edoui, qui va revenir sur ton dernier ouvrage, l'appel à la vigilance face à l'extrême droite. L'appel à la vigilance, donc ce manifeste qui a été publié il y a 30 ans quasiment jour pour jour, c'était le 13 juillet par Maurice Ellender, enfin à l'initiative de Maurice Ellender plutôt. Et puis demain également, on aura demain matin une rencontre avec Khadija Zerouali, qui est journaliste à Mediapart. Je l'ai pas. Bonjour, bonsoir Khadija. Avec également autour de la table Fawaz Becker, qui était le directeur du conservatoire d'Alep, qui s'est retrouvé en exil en France et qui a récemment eu le malheur de faire un concert dans une église à Lille qui a été perturbée pour des raisons idéologiques. Nous aurons également autour de la table l'avocate de Bilal Hassani, qui, pour d'autres raisons, a vu également son concert annulé à Metz. Et enfin, une élue de la région Auvergne-Rhône-Alpes, qui est très engagée sur la question justement de la liberté d'expression. Donc voilà, on va continuer le débat de ce soir, l'échange de ce soir se prolongera demain matin, ça sera au Capitole, à la Roquette, autour de cette question de la liberté d'expression. Voilà. Ces combats, ces engagements, on les partage, les droits culturels à Sud, le droit d'informer, à Mediapart, on est exactement dans cet alignement-là, et c'est ce qui fait que depuis 15 ans, on arrive à cheminer ensemble. Voilà. Et avant de laisser la parole à Edoui, revenir sur le programme de la soirée, vous rappeler qu'à 21h, il y aura un choix cornélien à faire entre le musée Montmartre et le musée d'art antique. Voilà. Et à 22h30, on vous retrouve dans la cour de l'Archevêché pour le concert de Pératé. Voilà. Je passe la parole à Edoui. Bonne soirée à vous. Allez. Bonsoir. Le temps fait que je n'ai pas mis ma chemise bleue habituelle. Sinon, avec ce fauteuil qui a été choisi, ce seraient les couleurs de l'Ukraine, de la Syrie à l'Ukraine. Pensons à toutes ces solidarités sans frontières. Comme disait Édouard Glissant, agis en ton lieu, mais pense avec le monde. Merci d'être ici si nombreux ce soir. Nous sommes de ceux qui disent non à l'ombre. Cette phrase a été écrite en 1941 par Aimé Césaire, un grand poète qui fut aussi un homme politique, en introduction du numéro 1er de la revue Tropique, pendant que la France était occupée, c'était en Martinique, mais c'était le régime de Vichy qui était là-bas. Nous sommes de ceux qui disent non à l'ombre. Et suivait un appel à tous les hommes, toutes les femmes de bonne volonté pour faire reculer ces ombres qui rôdent, ces ombres qui menacent. Nous pouvons nous dire la même chose. La catastrophe, dans toutes ses dimensions, qu'elle soit démocratique, sociale, écologique, n'est pas devant nous. Elle n'est pas à venir. Il ne s'agit pas de l'éviter. La catastrophe, elle est déjà là. Ne serait-ce que ce que nous vivons ces jours-ci, les jours les plus chauds jamais mesurés de la planète. La catastrophe est déjà là. Comme disait Walter Benjamin, la catastrophe, c'est que tout continue comme avant. Je vais donc essayer de non pas de nous accabler avec ce constat, mais de partager avec vous pourquoi, face à cela, nous n'avons pas d'autre choix que de nous dresser, de ne pas être pris comme des lapins dans les phares par ce constat qui nous accablerait. Le livre qui a été évoqué à l'instant par Stéphane Krasniewski, commence par cette phrase: que nous est-il arrivé? Qu'est-ce qui fait qu'au pays des droits de l'homme,
la haine de l'homme, de l'humanité à micro ouvert. Qu'est-ce qui fait qu'au pays qui a proclamé l'égalité des droits, on peut de plus en plus brandir l'identité pour nier les droits des autres? Quelle est la digue qui n'a pas été tenue? Quelles sont les brèches qui permettent que ces idées-là se soient infiltrées? Il y a donc 30 ans, à l'initiative de Maurice Hollander, qui est disparu l'automne dernier, qui était à la fois un historien, un savant, et surtout un très grand éditeur dans la collection La Librairie du XXe puis du XXIe siècle, paraissait dans le journal où je travaillais alors, Le Monde, un appel à la vigilance signé de 40 figures de la vie intellectuelle française et européenne. Il y avait parmi eux Umberto Eco, il y avait Nicole Leroux, il y avait Françoise Héritier, il y avait Michel Perrault, des rares survivantes, il y avait Pierre Bourdieu, il y avait Jean-Pierre Vernant et bien d'autres. Cet appel ne s'alarmait pas de l'expression politique partisane de forces d'extrême droite qui, en France, ont commencé à renaître électoralement à partir de 1984, 10 ans avant. Il s'alarmait de la banalisation des idées d'extrême droite. Comme disait Maurice Hollander, ce n'était pas un appel de droite ou de gauche, c'était un appel philologique. C'était un appel pour nous alarmer sur les mots auxquels on s'habitue. Et sur le fait qu'en s'habituant à certains mots, on s'habitue à ce qui peut devenir terrible. Ce sont les mots qui nous habituent à l'indifférence. Ce sont les mots qui nous habituent à ne pas voir l'humanité des autres. Ce sont les mots qui nous habituent à tourner la tête, à tourner le regard. C'est un constat très ancien et qui a été documenté, par exemple, par un linguiste, Victor Klemperer, qui a survécu au nazisme et qui, en se cachant, grâce à son épouse, bien que juif, est resté en Allemagne et a tenu la chronique du langage. Cela a donné un très grand livre, LTI, Lingua Tertia Imperii, la langue du Troisième Empire, pour raconter comment toutes sortes de mots, de concepts, d'habitudes, d'automatismes de langage ont accompagné le fait, car c'est ce qu'il nous faut regarder, et toujours regarder et ne jamais oublier, que la barbarie puisse surgir dans la civilisation. Aucun peuple ne naît barbare, aucun peuple ne naît raciste, aucun peuple ne naît antisémite. Tout cela se construit. Et tout cela se construit, y compris dans des pays où la culture règne, où la sophistication règne, où les diplômes règnent, où les savoirs règnent. Les dirigeants des Einsatzgruppen qui commettent la Shoah par balle avant qu'elle devienne industrielle, celle de Babi Yar, à quelques kilomètres de Kiev, où pendant 2 jours, 3 jours, on extermine 30 000 personnes parce qu'elles sont juives, une par rafale. Les dirigeants de ces groupes n'étaient pas des brutes épaisses, c'était des diplômés des universités de droit, très sophistiqués, très de bonne famille. Comment est-ce possible? Comment est-ce possible que des gens comme cela en viennent à ne pas voir l'humanité de l'autre, à voir l'autre comme un nuisible qu'il faut supprimer, exterminer? Je viens d'employer un mot, et ce sera l'une de mes allusions à ce qui arrive à notre pays ces temps-ci, que vous avez trouvé il y a 10 jours dans le tract de 2 syndicats de police française. 2 syndicats qui, à eux seuls, font 44% des voix. Nuisibles. Nuisibles, ce sont des magasins que l'on va visiter quand on veut exterminer des rats, des cafards, des bestioles qui nous dérangent. Nuisible, c'est un mot qui vient de ce langage-là, de celui de l'extermination. Il ne peut pas être employé par hasard. Et on ne peut pas le laisser passer comme si c'était un mot comme un autre. Et néanmoins, il a été publié, il a été diffusé,
il a été assumé, et à l'heure où je vous parle, il n'a aucunement été sanctionné par les autorités. Et donc cela arrive par les mots. Maurice Hollander est né dans une famille de survivants du génocide. Il est né à Anvers. Il est né dans une famille qui parlait à la fois yiddish, français et néerlandais. Et il n'en a pas fait du tout le poids du malheur, comme si c'était une charge et qu'il faudrait y avoir une sorte de droit de la victime. C'est tout le contraire. Il fait partie de ces familles juives de la diaspora qui ont traduit ça en exigence, en vigilance justement, en souci, en inquiétude. Il disait, non sans s'affaîtrie, qu'il avait appris à lire très tard et que bien que très bon éditeur, il lisait encore très lentement, qu'il avait du mal à lire. Et alors quand on lui demandait pourquoi, il disait « mais parce que j'ai appris très tôt qu'il faut se méfier des gens très sérieux, donc du savoir qui s'impose d'en haut. Parce que ce dont nous avons été victimes, y compris tout ça est passé par des lois dites raciales, a été fait par des gens très sérieux. Et donc il faut se méfier de la façon dont des gens très sérieux peuvent en venir à dire des énormités. Dans le cas de Maurice Hollander, ça a donné un parcours biographique assez original. Il a déserté pendant un moment les études, il est devenu cliveur de diamants, il a fait du théâtre, il a voulu être dans la création artistique, et puis il a finalement passé son baccalauréat à 22 ans et fait le chemin qui est le sien. Un chemin dans lequel il s'est acharné, indépendamment de son œuvre d'éditeur, à justement déconstruire des choses très sérieuses. Un exemple de ce qui a accompagné la catastrophe européenne. On l'oublie, mais il y a eu une fausse science, et qui encore aujourd'hui circule, qui à partir de la langue prétendait qu'au fond l'humanité avait deux catégories fondamentales, les Aryens et les Sémites. Fausse science qui n'était pas que dans sa version criminelle nazie, où l'Aryen est supérieur et le Sémite est un inférieur que l'on peut, y compris, supprimer. Mais Ernest Renan, professeur au Collège de France, l'homme que l'on cite dans notre culture républicaine comme étant l'homme qui a défini un peu ce que serait la nation, il enseignait les langues hébraïques au Collège de France, et il était de ceux qui pensaient qu'il y avait Aryens et Sémites, qu'il y avait des langues indo-européennes qui avaient fondé une partie de l'humanité par rapport à une autre. Maurice Hollander a fait un livre très très savant et un peu difficile, néanmoins traduit en toutes sortes de langues, qui s'appelle « Les langues du paradis », pour déconstruire cette mythologie, pour montrer que cette mythologie, cette invention soi-disant savante, repose sur du vent, sur de fausses déductions, sur une façon de figer les humanités. Et il l'a d'autant plus fait que, quand il écrit ce livre, il ne le savait pas à ce moment-là, que ce couple aryen-sémite a donné un autre couple, qui lui-même a donné un autre génocide. Tous les spécialistes de l'Afrique des Grands Lacs vous expliqueront que l'invention du mythe Hutu-Tutsi, des vrais Africains qui seraient les Hutus et des Tutsis qui seraient des faux Africains masqués, et qui a installé donc cette mythologie meurtrière, était un décalque post-colonial de notre histoire des Aryens et des Sémites. Deux mots, deux concepts qui partagent l'humanité, et si vous tombez d'un côté, vous pouvez tomber très mal. Et donc, Maurice Hollander a cette inquiétude depuis très longtemps sur comment peuvent revenir des mots qui, un jour ou l'autre, peuvent tuer. Non pas directement, mais parce qu'ils accompagnent un effondrement politique qui peut amener jusqu'au crime contre l'humanité, puisque cette notion vient de la catastrophe européenne. Le fait que ce crime soit imprescriptible, ce n'est pas seulement pour qu'on puisse toujours rattraper ses responsables, c'est aussi pour que nous n'oublions pas, que cela ne s'efface jamais de notre mémoire,
que cet engrenage a été possible. En 1992, dans la revue qu'il dirigeait, qui existe encore, Le genre humain, il fait un numéro consacré à la démocratie. Nous sommes en 92, l'Union soviétique s'est effondrée un an auparavant, et le mur de Berlin 3 ans auparavant. C'est le moment où nous entrons dans notre époque d'incertitude, notre époque qui n'a plus les repères anciens de la guerre froide, du monde de l'après-Deuxième Guerre mondiale. Notre époque qui va tâtonner, tourbillonner et donner toutes sortes de nouvelles réalités inquiétantes entre le terrorisme totalitaire, entre des invasions militaires, entre la torture qui revient, y compris à l'abri de démocratie, entre des violations de droits humains généralisées, et y compris le crime contre l'humanité, les guerres yougoslaves, Srebrenica, rappelez-vous. Tout cela revient dans ce contexte. Et Maurice Hollander a une intuition. Celle que ce dont nous nous revendiquons, et quand il l'écrit, vous savez qu'il y a des intellectuels qui pensent que l'histoire va s'arrêter, que c'est la fin de l'histoire, que nous avons gagné, nous, le camp du bien occidental démocratique, de la liberté économique et de la liberté politique, que tout ça va s'immobiliser pour l'éternité. C'est évidemment l'inverse. C'est évidemment des tempêtes nouvelles qui vont se lever. Et Maurice Hollander, que dans ce contexte, la démocratie que nous tenons comme quelque chose d'installé, eh bien, va révéler sa fragilité. La démocratie, c'est un régime de liberté. Et donc, c'est un régime fragile. C'est un régime qu'il faut traiter avec précaution, avec soin, avec scrupule. Et je reviendrai sur ce mot tout à l'heure. Et donc, il s'interroge sur la fragilité de la démocratie, et c'est cette interrogation qui l'amène quelques mois après à faire cet appel. Car il constate dans un appel prophétique, et à l'époque, certaines personnes dans son milieu académique ne vont pas être d'accord avec lui, ils vont même le lui reprocher, il constate que des personnes tout à fait respectables intellectuellement, tout à fait diplômés, tout à fait installés, commencent à accepter un dialogue avec les cercles intellectuels de l'extrême droite, les cercles idéologiques de l'extrême droite, pas l'extrême droite partisane, les milieux intellectuels assez marginaux dans des clubs divers qui existent. En l'occurrence, en France, cela s'appelait la Nouvelle Droite, cela s'appelle toujours la Nouvelle Droite, avec une revue Éléments, laquelle Nouvelle Droite, au même moment, dans l'année 92, construit sa branche russe en 1992. Et en 1992, un intellectuel russe organise un grand colloque en l'honneur de la Nouvelle Droite française, en même temps qu'il crée un parti national bolchevique, reprenant cette culture rouge-brune qui a en partie accompagné le nazisme. Cet intellectuel qui a réchappé à un attentat, sa fille en est morte l'été dernier, est aujourd'hui au cœur du pouvoir poutinien, de son idéologie, de sa diabolisation d'un Occident décadent, travaillé par les théories du genre, par le mariage entre personnes du même sexe, par les minorités et par, au fond, le même discours que toutes les extrêmes droites suprémacistes dans le monde, qu'elles soient américaines, qu'elles soient brésiliennes, qu'elles soient indiennes, dans toutes les latitudes, elles existent. Et donc Maurice Hollander se rend compte que, au-delà de ce que je viens de vous dire, ces milieux intellectuels des droites extrêmes, de l'extrême droite, redeviennent fréquentables. Qu'est-ce qui redevient fréquentable ? Le livre que j'ai publié s'appelle « L'appel à la vigilance », sous-titré « Face à l'extrême droite ». Je n'y parle jamais des forces politiques de l'extrême droite. Je parle de quoi ? Et ce dont parlait cet appel. Nous sommes ici, dans ce lieu, dans cette ville, avec tous ces lieux de culture, d'expression, de création, de liberté, d'audace. Nous sommes les enfants
d'une proclamation scandaleuse et qui le sera toujours pour tous les conservatismes. Et il y aura toujours de nouveaux conservatismes. C'est la dialectique du paria et du parvenu. Dès que le paria est arrivé, il ferme la porte, il est parvenu et il ferme la porte à d'autres. Et il ne veut plus que rien ne bouge, que rien ne change. Il veut être le seul à en profiter. Nous sommes les enfants de cette proclamation de la fin de l'été 1789, que nous naissons libres et égaux. Quand elle est proclamée pour l'abolition du privilège de naissance, il n'y a aucun des droits dont nous bénéficions. Il n'y a pas de droit politique, c'est encore la monarchie absolue. Il n'y a pas de droit démocratique, il n'y a pas d'élection, il n'y a pas de république. Il n'y a pas de droits sociaux, il y a le travail des enfants, il y a l'exploitation des serfs. Il n'y a pas de droits humains puisqu'il y a l'esclavage. Et que les mêmes qui ont voté ce texte vont se précipiter à Saint-Domingue parce qu'ils étaient plutôt éclairés, plutôt ils lisaient Rousseau, mais les eaux froides du calcul égoïste, comme disait Karl Marx, ils vont immédiatement se précipiter à Saint-Domingue où était leur richesse quand ils apprennent que les esclaves sont en train de se soulever. Il n'y a pas de droit des femmes. Olympe de Gouges va être guillotinée. Il n'y a pas de droit des discriminés. Bref, c'est cette proclamation qui nous a permis de conquérir des droits. C'est une proclamation infinie qui sera toujours inachevée. Regardez, le meilleur exemple, c'est le combat des femmes qui traverse tous les milieux sociaux, toutes les étiquettes politiques, et qui est une très très longue marche. Non seulement, je dis souvent qu'aucune culture n'est propriétaire de l'universalité des droits, la preuve, les femmes françaises ont eu le droit de vote plus de 2 décennies après les femmes turques. Les jeunes Turcs ont fait d'autres choses pas sympathiques, nos compatriotes d'origine arménienne le savent. Mais je rappelle toujours aux plus jeunes que femmes françaises ont pu obtenir le droit d'avoir un compte en banque, un compte chèque à leur nom quand j'avais 13 ans, que la notion de chef de famille a été supprimée quand j'avais 18 ans, que la loi sur l'IVG, de la maîtrise de la procréation, cette révolution anthropologique, comme disait Françoise Héritier, j'avais 22 ans. C'est pour vous dire, sans parler des nouveaux combats du mouvement MeToo, combien ce sont des conquêtes fragiles à l'échelle d'humanité, et vous voyez bien, quand vous regardez ce qui se passe aux États-Unis, combien les suprémacistes, racistes, antisémites, négrophobes et toutes les variantes que vous voulez sont les mêmes qui remettent en cause tous les droits conquis, y compris sur la contraception, les droits des femmes. Nous sommes les enfants de cette proclamation, dont un Français a donné la version universelle. Il s'appelait René Cassin, il était un compagnon du général de Gaulle à Londres. La Déclaration universelle est proclamée en 1948 à Paris. Les Nations Unies n'ont pas encore leur siège à New York. Son article 1er est une projection sur le futur, puisqu'il dit « les êtres humains, non plus les hommes, naissent et demeurent, libres et égaux en dignité et en droit ». L'ajout de la notion de dignité par le juriste qui était Cassin, avant la notion juridique, dit bien qu'il s'agit aussi d'une politique sensible, d'une politique justement de la précaution, de l'attention, de la bienveillance, de l'empathie. Ce n'est pas seulement une norme juridique qui est proclamée là. Et quand René Cassin le fait, il le fait avec cette idée issue d'une autre tradition juridique, celle des États, des nations, eh bien qu'on ne peut pas faire confiance aveuglément aux États et aux nations. Que c'est ça la leçon de la catastrophe européenne, qu'il faut des droits humains supérieurs à ceux qu'affirment les États et les nations. Évidemment, les États et les nations, y compris celles qui ont signé cette déclaration, ne les respecteront pas forcément. Mais c'est un horizon. C'est un horizon qui nous permet de nous élever, qui nous permet de revendiquer, qui nous permet d'opposer aux violations de droits fondamentaux à nos propres États, à nos propres nations, dans nos propres nations. Nous sommes les enfants de cette marche infinie de l'émancipation, dont le moteur, c'est l'égalité. Y compris la déclaration, plutôt la formule, l'emblème de la République française, qui est une idée au départ de Robespierre, qui est souvent diabolisée,
Liberté, égalité, fraternité nous le dit. La liberté, c'est aussi la liberté de s'enrichir, donc de créer des inégalités. La fraternité, c'est la tentation de choisir ses frères, donc d'en exclure d'autres. La tension, c'est l'égalité des droits, sans distinction d'origine, sans distinction de naissance, sans distinction de condition, sans distinction d'apparence, sans distinction de croyance, sans distinction de sexe, sans distinction de genre. Nous sommes libres et égaux en droit. Parce que nous sommes humains, nous sommes libres et égaux en droit. Et cette proclamation-là nous permet, y compris, d'inventer des droits nouveaux, encore aujourd'hui. Pensez à ce que nos générations sont obligées de comprendre, qui est la question des droits du vivant. Que ce n'est pas parce que nous sommes avec un cerveau très puissant et une imagination sans borne, et qui peut être destructrice, Homo sapiens peut être Homo démens aussi, eh bien que nous avons le droit de saccager le vivant. Et que si nous nous accordons ce droit de saccager le vivant, eh bien nous prenons le risque de nous détruire nous-mêmes. En détruisant le vivant, de détruire notre propre espèce. Et donc, cet appel d'il y a 30 ans était un appel à rappeler cela, à rappeler quelle est la digue. Quelle est la digue qu'il faut tenir? Et évidemment, la première phrase de mon livre, Que nous est-il arrivé, c'est que cette digue n'a pas été tenue, ni politiquement, ni intellectuellement, ni médiatiquement. Le sens de cet appel était résumé par Jean-Pierre Vernant. Jean-Pierre Vernant fut, vous le savez, philosophe, enseignant de philosophie à Toulouse, un très grand résistant, compagnon de la Libération, un des rares communistes avec le colonel Guingouin, fait compagnon de la Libération par le général de Gaulle. Et Vernant, qui ensuite a été au Collège de France, a enseigné la mythologie grecque, un superbe livre accouché par Maurice Hollader et sa femme Lydia Flem, L'univers, les dieux et les hommes, raconte cette mythologie, ça a été un des best-sellers de la collection. Et Jean-Pierre Vernant, au moment de cet appel, en résume le propos par une formule ironique. « Je suis pour l'hospitalité, dit-il. Je suis du côté de la tradition du banquet des Grecs anciens, où n'importe qui peut venir, parce que ce n'importe qui est peut-être en haillon, c'est peut-être Zeus hospitalier qui arrive, donc on va l'accueillir. Mais le banquet a des règles. Le banquet suppose une certaine tenue. On fait honneur aux mets, on fait honneur aux hôtes. Et c'est là qu'il dit, du coup, je ne discute pas recettes de cuisine avec des anthropophages. Les idées dont je viens de parler ne sont pas des idées comme les autres, ce ne sont pas des opinions comme les autres. Ce ne sont pas des opinions qui se débattent, ce sont des idées, des opinions qui se combattent. C'était ça, le sens de cet appel. Et ne pas les combattre, c'est devenir oublieux de notre histoire. Ici, au musée Art Latin, vous pouvez voir les vitrines qui rappellent comment l'Action française, Charles Maurras, a essayé de draguer le mouvement Félibrige et a correspondu avec Mistral. Il ne faut pas oublier cette époque et ce qu'elle a dit et à quelle enseigne elle l'a dit. Le pamphlet antisémite, qui va être avec le faux russe du protocole des sages de Sion, la Bible de l'antisémitisme moderne, est français, il s'appelle La France juive, son auteur est Édouard Drumont, il va se faire élire député d'Alger. Édouard Drumont était tout à fait installé dans le monde littéraire parisien, comme les figures que je cite dans mon livre et dont l'emblématique publiciste est un journaliste aujourd'hui dans notre pays. Édouard Drumont publie La France juive. Si vous aviez été le voir à l'époque en lui disant « Mais, cher ami, les mots que vous employez là, dans 40 ans, ils vont produire des montagnes de cadavres. » Vous aurez dit « Mais écoutez, cher ami, je ne défends qu'une opinion. Vous racontez n'importe quoi. Discutez mon opinion sur comment ils infiltrent partout, comment ils sont assimilés à justement une espèce nuisible, comment ils sont du côté de l'argent, comment ils sont du côté des migrants, de la perte d'identité de la nation. Et tout, ce sont des idées, des opinions, débattez-les. D'ailleurs, mon journal s'appelle La Libre Parole.
mais sous-titré « La France aux Français ». D'ailleurs, c'est le journal qui accompagnera le pogrom anti-italien d'Aigues-Mortes à la même période. Et donc, Drummond. Puis continuons, Maurice Barrès. La terre et les morts. Maurice Barrès qui dira que Dreyfus est coupable, je le déduis de sa race. Lequel Maurice Barrès, je le rappelle dans le livre, on devrait, bien sûr que c'est comme dit MeToo, séparer l'homme et l'œuvre. Eh bien oui, Barrès, beaucoup de personnes, y compris Léon Blum, ont trouvé que c'était un écrivain formidable, ont été séduits par son style. Pourquoi pas? Mais néanmoins, comme pour Céline, ce qu'il a accompagné mérite que nous le mettions à sa place. Il a néanmoins été mis, puisque c'est le centenaire de sa mort, parmi les dates qu'il faudrait commémorer dans le cadre du ministère de la Culture. Cet homme qui fut académicien, qui fut député, il fut élu à Neuilly, avec comme manifeste contre les étrangers. C'est comme quand un certain président de la République a dit que, oui, Charles Maurras ou Pétain, indignité nationale, Charles Maurras aussi, on les laisse à leur place. Mais continuons, pour aller au plus près de nous sur les mots, puisque là, je viens de vous parler, au fond, de gens qui ont accompagné explicitement le déferlement de ces mots. Mais voyons comment elles peuvent passer dans le langage courant, voire dans les actes courants, y compris d'une république. En 1938, il y a le lâche soulagement de Munich. Daladier revient, est applaudi. C'est le moment où on accepte le premier fait accompli militaire du nazisme qui était sorti de son territoire et militairement, on s'abaisse, on accepte. Une minorité de politiques sont lucides, sont anti-munichois, mais la majorité de l'opinion est munichoise. Quelques mois après, 2-3 mois après, le ministre des Affaires étrangères du Reich, car nous l'avons oublié, à l'époque, tout ce monde est fréquentable. Mussolini est arrivé par les élections en 1922. Hitler est arrivé par les élections en 1933. Une droite extrémisée qui se dit on ne fera qu'un bout du petit caporal, pas de problème, on en fera notre affaire. Et puis des gauches divisées, se tapant sur la figure, hop, on ramasse. Et au début, on ne brutalise pas le monde, on brutalise son peuple, on brutalise les opposants. Donc on est vu comme respectable, les relations diplomatiques, les relations commerciales, les relations économiques. Et donc le ministre des Affaires étrangères du Reich, Ribbentrop, celui-là même qui sera condamné à mort à Nuremberg et pendu, vient en visite officielle à Paris en décembre 1938. Et il est reçu très officiellement au Quai d'Orsay par le ministre des Affaires étrangères, Georges Bonnet. Un radical socialiste. Un homme qui ne fera rien de catastrophique dans sa vie politique. Il votera, comme beaucoup d'autres, les pleins pouvoirs à Pétain. Mais après, il reprendra sa carrière politique. Il sera à nouveau élu, c'est un élu de la Dordogne, du nord de la Dordogne, il mourra dans son lit. Georges Bonnet reçoit Ribbentrop. Alors Ribbentrop et sa délégation mettent une condition pour le repas officiel. Ils demandent que les deux ministres halogènes, comme on disait pour enrober, en clair, les deux ministres juifs du gouvernement, ne soient pas au dîner. Georges Mandel au repas, plutôt. Je crois que c'était un déjeuner. Georges Mandel, enfin je n'en sais rien en fait, c'était un déjeuner ou un dîner. Georges Mandel et Jean Zay ne seront pas conviés aux Agapes, lesquels, vous le savez, seront plus tard assassinés par la milice de Vichy, quelques mois avant la libération. Et puis après, il y a les entretiens officiels. Et là, Georges Bonnet, et c'est Hannah Arendt qui en avait gardé le souvenir très précis, dit à son interlocuteur nazi, allemand nazi, « Vous avez raison, il y en a trop. » Alors de quoi parle-t-il? De l'immigration d'Europe centrale, juive, pauvre, fuyant les pogroms, venant des shtetls, s'entassant sans papier, criant au fond liberté, égalité, carte d'identité dans les ateliers, etc. Celle qui, évidemment, va être victime
des déportations, des rafles, des lois de Vichy qui vont accompagner le génocide. Et donc il dit, il y en a trop. Il y a trop de ces migrants pauvres, de ces migrants d'Europe qui sont des juifs, en fait. Et Georges Bonnet dit, vous savez, nous, on est une très grande France, on est un empire, vous n'êtes plus un empire. Vous l'avez perdu depuis 1918. L'Allemagne va se rattraper, elle va faire un empire colonial en Europe après. Et nous avons un très grand empire, et là, nous avons une très grande île qui est très peu peuplée. Ça s'appelle Madagascar. Et donc, ce qu'on vous propose, c'est que ce serait bien de les envoyer tous là-bas. Tout ce surplus qui nous dérange, tous, vous avez raison. Eh bien, envoyons-les là-bas, l'île n'est pas peuplée. 1 an et demi après, l'Allemagne va envahir l'Europe, occuper la France, et c'est oublié, mais l'office du Reich, celui-là même qui plus tard va organiser le génocide des Juifs d'Europe, la Shoah, par balle artisanale puis ensuite industrielle, va d'abord, pendant un peu plus d'une année, étudier quoi? Un plan Madagascar. L'idée du français va passer dans les plans des nazis. Alors ils vont regarder combien de bateaux, comment ça coûte, ils vont s'apercevoir que c'est loin, que c'est cher, ils vont abandonner, et puis ensuite Barbarossa, invasion de l'Union soviétique, et donc là, l'extermination et la conférence de Wannsee, secrète, et l'extermination a lieu. Qu'est-ce que je viens de vous décrire? Ce à quoi appellent les personnes qui, dans notre pays aujourd'hui, parlent de grand remplacement. Ils appellent ça eux-mêmes la remigration. Le grand remplacement, c'est une idéologie meurtrière, c'est une idéologie complotiste, et même dont l'arrière-pensée est antisémite. On l'a vu à Calac, autour du centre d'accueil de migrants fait par une fondation privée, la famille Cohen, et donc ça s'est accompagné d'antisémitisme, et en disant en fait, tous ces gens, et il y a Soros derrière, il y a une grande pieuvre du capitalisme juif international qui est en train de vouloir remplacer notre peuple. Et les migrants, dans leur diversité, ne sont que leur cheval de Troie. Ils veulent changer notre peuple. Dans les bêtises savantes que je souligne au début de mon livre, une de ces intellectuels perdus qui ont basculé de ce côté obscur de la force, a inventé un concept pour faire sérieux. Il dit en fait tout cela c'est la mixophilie. Et la mixophilie est en fait le cheval de Troie du grand remplacement. Alors il dit pourquoi mixophilie? Amour du mélange, hein? Mixophilie, amour, philo, du mélange. Pour ne pas dire métissage. Il sait, parce qu'il a été, il y a 40 ans, un penseur du racisme, et y compris des nouvelles discours du racisme. Mais il est passé de l'autre côté. Il s'appelle Pierre-André Taguieff. Et du coup, il invente ce concept, pour ne pas dire métissage, parce qu'il sait très bien combien l'obsession du métissage est au cœur, la diabolisation du métissage est au cœur des fantasmes racistes. Et du coup, il invente ce concept pour dire, en fait, la mixophilie, c'est le discours avec le wokisme, avec tout ça, avec toutes les minorités, pour accompagner, légitimer le grand remplacement. L'amour du mélange est le moteur du grand remplacement. Et donc, il valide de façon complotiste cette idée qu'il y aurait un projet de remplacer notre peuple. Et vous voyez bien que c'est une idéologie qui, en la laissant s'étendre, en la laissant s'affirmer, qui installe l'idée d'une peur. Et puis, des mots qui vont avec. Je vous ai cité nuisible tout à l'heure. Des gens qu'il faut chasser. Et des actes. Nous avons, à Mediapart, publié un livre à partir de nos enquêtes qui s'appelle « La haine ordinaire ». Nous en avons même fait toute une présentation avec des témoins. Vous n'imaginez pas le nombre d'actes qui passent sous les radars médiatiques. Les gestes attentatoires sur des lieux de culte musulmans, dégradation, attentats, il y en a eu, matière fécale déposée, tête de porc, tag, et ainsi de suite. Les batailles pour empêcher, par exemple, dans un pays, dans un village du centre du Massif central, un industriel riche, musulman, homme qui s'est fait tout seul, dont les enfants sont, où ça? Au lycée de la Légion d'honneur.
C'est vous dire que ce n'est pas un islamo-gauchiste révolté. Eh bien, il veut se faire construire une belle maison, la rumeur enfle, en fait c'est une mosquée. Et il accepte d'en rendre compte aux gens du village, de dire, ben voilà les plans, et oui, je suis musulman, donc j'ai une petite salle pour aller prier, puisque j'ai les moyens d'avoir une grande maison. Ah, ça va devenir un lieu des frères musulmans, tout ça. Et il n'a pas pu, non seulement construire sa maison, mais les travaux du chantier ont été détruits, ont été abîmés. Ce sont des poupées gigognes, car il y a le bouc émissaire du moment, le musulman, l'arabe, mais vous le voyez bien, derrière, tout le reste arrive. Alors tout le reste arrive avec ces mots. Et ces mots, ils se diffusent, et c'est bien l'immense défaite de ma profession, de notre démocratie, de nos politiques qu'il nous faut regarder. En démocratie, il ne peut pas y avoir de médias publics, non au sens de la propriété publique, au sens de l'accès public. Une radio, une télévision, je branche, j'écoute, j'ai rien à payer, je regarde, je n'ai pas à acheter, je n'ai pas à aller au kiosque, je n'ai pas à faire un abonnement sur Internet, je peux entendre ça. Nous avons aujourd'hui, avec un milliardaire qui a tombé le masque de son idéologie, des médias de haine. Il s'appelle CNews, il s'appelle C8, il s'appelle Europe 1 désormais, et il continue, vous êtes au courant, de la grève du journal du dimanche. Il a Paris Match, il a des maisons d'édition, et il continue à se développer. Les médias, radio, télévision, sont sur des fréquences hertziennes. Une fréquence hertzienne, c'est un bien public. C'est une autorité de contrôle qui l'accorde à un opérateur privé. L'opérateur privé signe une convention que vous pouvez trouver sur le site de l'ARCOM, l'ancien CSA. La convention contient tout le bloc de constitutionnalité française. Donc, y faire la propagande de toutes les horreurs et les abjections que j'évoque sans trop les détailler est impossible. Actuellement, l'ARCOM répond, eh bien, nous prenons des sanctions financières. L'immense fortune du propriétaire, Vincent Bolloré, fait que ces sanctions financières, ça glisse comme sur les plumes d'un canard, ce n'est pas un problème. L'existence de ces médias de haine est impossible dans d'autres démocraties. La démocratie allemande, dans sa loi fondamentale, ne l'autoriserait pas. La loi fondamentale allemande s'appuie sur ce que Karl Popper, réfugié allemand qui a ensuite fait son parcours universitaire en Grande-Bretagne et aux États-Unis, qui, sur cette démocratie comme une société ouverte, donc fragile, appelait le paradoxe de la tolérance. Oui, nous sommes normalement dans la tolérance, y compris de ce qui peut être intolérant. Mais, disait-il, il y a une limite. Car si nous acceptons que les idées intolérantes puissent s'ébattre en toute liberté, elles peuvent finir par détruire la tolérance. Pour moi, cette limite, c'est simple, c'est qu'il ne peut pas y avoir de médias de masse qui soient des médias d'opinion en démocratie. C'est ce que disent normalement nos textes. Ils disent que le pluralisme doit être interne, ce n'est pas un média d'opinion contre un autre. C'est d'ailleurs au cœur de la philosophie politique sur ce qu'est une démocratie, telle que l'a raconté Hannah Arendt dans un texte que je tiens comme le manifeste philosophique de mon métier et de sa responsabilité démocratique. Il s'appelle Vérité et politique, ce texte. C'est un texte prophétique, il est de 67, mais il s'applique totalement à notre monde numérique, de l'instantanéité, des réseaux sociaux, de ces médias d'opinion en continu et non pas d'information continue. Hannah Arendt dit « Le cerveau humain produira toujours toutes sortes de vérités, mais elles sont de deux ordres. Celles qui seront produites en masse, ce sont les vérités d'opinion. Certaines peuvent être raisonnables, pertinentes, d'autres peuvent être totalement folles, totalement déraisonnables. Mais celles-là, il y en aura toujours des milliers. Et c'est là où elle dit, si la démocratie, c'est simplement ces vérités d'opinion, elle est en péril. Mon opinion contre la tienne, mon préjugé contre le tien, ma croyance, mon identité, ma communauté, et ainsi de suite, c'est la guerre de tous contre tous. Une démocratie, c'est un système où nous donnons les moyens collectifs, par la précaution des institutions, des
gouvernants, des journalistes, des médias, de tout le monde, de mettre au cœur du débat d'opinion ce qu'elle appelait « truth of facts » en version originale, c'est-à-dire les vérités de fait. Des vérités au pluriel, avec un petit v, qui font le puzzle de la connaissance. Vérité sur le présent, lequel est évidemment déterminé aussi par du passé. C'est ça la connaissance, produire des vérités de fait, recoupées, sourcées, documentées, qui peuvent se contredire, qui peuvent se nuancer. Mais il faut qu'elles soient au cœur du débat public. Si c'est le règne uniquement de la liberté d'opinion, la liberté de dire, y compris le pire et y compris l'abject, et y compris ce qui n'a pas de sens, ce qui n'a pas de raison, ce qui n'a pas de vérité factuelle, eh bien la démocratie est menacée. Cette question des médias, et qui est devant nous, puisqu'il y a un total immobilisme du monde politique et des gouvernants, notamment sur cette question aujourd'hui, la grève du journal du dimanche le prouve. Mes confrères et mes consoeurs du journal du dimanche n'ont jamais été très tendres avec Mediapart, ont accompagné très souvent les campagnes de communication contre nos révélations, dans l'affaire Cahuzac, dans l'affaire Sarkozy-Kadhafi, tout récemment, de manière plus anecdotique, une histoire d'une agression d'une réalisatrice, Maïwenn, contre ce que nous représentons à travers ma personne autour du mouvement MeToo. Mais il n'empêche que nous sommes à leur côté, parce qu'un principe est en jeu, et parce que eux, tout d'un coup, se rendent compte que quelque chose leur arrive. Que quelque chose leur arrive, ou des gens qui n'ont jamais produit une information de leur vie, qui ont y compris ruiné les journaux dans lesquels ils ont travaillé, ne sont promus qu'à cause de leur idéologie, de leur conviction, de leur croyance. C'est le cas de ce Geoffroy Lejeune. Alors, pour continuer à vous montrer combien il faut se réveiller, je vous ai évoqué le Rwanda tout à l'heure. En 13 juillet 1993, il y a cet appel à la vigilance. Au même moment, au Rwanda commence à émettre une radio dont les statuts venaient d'être déposés par un milliardaire qui a été le financier du génocide. Il a été arrêté il y a quelque temps en France où il se cachait. Et ce milliardaire, il dépose des statuts pour une radio de la liberté. Il n'y a pas de démocratie sans liberté de dire, il faut tout dire, etc., etc. Et cette radio commence à émettre, avec beaucoup de moyens, de la musique formidable, des émetteurs sur tout le pays des 1000 collines, de la musique notamment du Zaïre, du Congo, très entraînante, des animateurs amateurs de punchline, des Hanouna, des Pascal Pro, des gens, vous en avez toutes sortes d'équivalents dans notre paysage. Un an après, vous le savez, 1 million de morts. En 4 mois, un génocide entre voisins. Rappelez-vous ce que j'ai dit sur l'Allemagne tout à l'heure. Au tout début, ces gens au Rwanda n'étaient pas des barbares. Qu'est-ce qui fait qu'une population, sans qu'on l'oblige, n'était pas encadrée par des miliciens? Il y avait des miliciens, les interwamais, mais il y avait une dynamique qui fait que des gens ont été coupés, comme ils disaient leurs voisins, en faisant la pause. Comme s'ils allaient au champ, ils faisaient la pause à déjeuner pour se nourrir. Et quand je dis leurs voisins, leurs proches, voire dans leur famille, voire leurs co-religionnaires avec qui ils allaient à l'église. Qu'est-ce qui fait qu'en 4 mois, la réponse a été donnée tout de suite avec des travaux sur les médias de la haine. Et d'ailleurs, ces gens de ces médias ont été condamnés par les cours pénales internationales, par les tribunaux pénaux internationaux. On a résumé le génocide du Rwanda en disant que c'était avec une machette dans une main et avec un transistor dans l'autre. Alors évidemment, quand je dis ça dans les médias en place, je suis traité d'illuminé. Je fais peur en disant, mais je fais peur comme ce que je vous ai dit, si on avait dit à Drummond, si on avait dit à Georges Bonnet, regardez ce que vous faites. Georges Bonnet n'était pas un nazi, et néanmoins il accompagne la catastrophe. Donc nous devons nous réveiller sur ce point de non-retour qui est en train d'être atteint dans notre pays, avec ces mots, ces idées qui se développent. En décrivant tout cela,
je veux en même temps faire partager la conviction que ce désastre que nous avons sous les yeux est celui d'un monde mort, et celui d'un monde condamné. Et celui d'un monde qui ne pense pas au lendemain, qui ne pense pas à son prochain. Et donc c'est sa ruse. Il veut survivre, il sait qu'il y a la catastrophe climatique et qu'elle le concerne lui aussi. Il sait que l'inégalité des richesses est intenable. Il sait que ce monde est fragile, aussi bien économiquement, financièrement, socialement, les révoltes populaires et évidemment au niveau des questions d'urgence du vivant. Il sait. Et du coup, ça ruse pour survivre, pour simplement survivre à échelle d'homme, pas d'humanité, à échelle de vie humaine, continuer à profiter, continuer à être le parvenu et fermer la porte aux autres. C'est cette diversion. L'identité, le cheval de Troie qui permet de faire oublier l'égalité. L'égalité des droits, ce qui devrait nous rassembler dans la diversité de nos sensibilités. C'était le message du Conseil national de la résistance en France, des gaullistes aux communistes. L'égalité des droits. C'est ce qui devrait être notre socle commun. Après, il y a des réponses différentes. Et ce socle commun, qui est celui de l'émancipation, de l'idée de l'ouverture, de l'idée... J'ai convoqué le Conseil national de la résistance, bien sûr que sous le gaullisme d'État, il y avait des conservateurs, mais il y a eu Malraux, et il y a eu Malraux et les maisons de la culture, et il y a eu Malraux et les villes rénovées, il y a eu toute la dynamique, il y a eu Avignon, il y a eu tout cela. Je dis ça pas par hasard, car la haine de l'égalité devient aussi la haine de la culture comme création, comme provocation, comme invention. Car l'égalité veut dire qu'il y a toutes sortes de nouvelles frontières à conquérir, de nouveaux horizons à créer. Et tout ça passe évidemment par des radicalités de la jeunesse, des audaces de la jeunesse. Des audaces, regardez, dans tous les musées du monde et dans toutes les ventes aux enchères, le mouvement surréaliste est une référence que s'arrachent les plus grandes fortunes. Qu'est-ce que c'est que le mouvement surréaliste de bout en bout? C'est une provocation. C'est un bras d'honneur permanent au conformisme, au nanti, au dominant. Et évidemment, nous savons que ça a été le mouvement artistique mondial, littéraire, le plus créatif, le plus imaginatif, qui a accompagné, y compris Picasso, même s'il n'en était pas, accompagne tout cela. Mais évidemment Miro, mais évidemment Dali, même si il est devenu, il est passé lui aussi du côté obscur de la force, et tant d'autres, et tant d'autres, et tant d'autres. Et donc, il y a derrière cette haine de l'égalité, la haine des minorités. Il ne peut pas y avoir, dans ce discours-là, de minorité qui dérange. Et cela commence donc par le bouc émissaire du moment. Chez nous, ça s'appelle la loi séparatisme avec son contrat d'engagement républicain, qui fige la République. Il dit, vous devez la respecter, elle est là. Mais la République, elle a des adjectifs. Elle est censée s'appeler démocratique, sociale, elle bouge. C'est un être vivant, la République. Elle a été parfois réactionnaire, elle a été parfois colonialiste, elle a été parfois machiste, antiféministe, et ainsi de suite. La République n'est pas une éternité, c'est un mouvement. Un jour, un philosophe, Emmanuel Terray, avait fait un livre « Penser à droite ». Et je ne veux pas du tout insulter qui que ce soit qui soit de droite, parce que justement, je pense que ni la droite ni la gauche ne sont propriétaires du bien. Il voulait dire « penser conservateur ». Et c'était intéressant parce que il disait, au fond, c'est quoi penser conservateur? C'est vouloir que le réel soit intangible. Il ne bouge plus. Il n'est pas vivant, il est figé. On met le passé sous vitrine et le réel, on l'immobilise. Au fond, ce dont je parle, c'est le mouvement du vivant qui invente, qui crée, qui bouscule et qui considère que le réel n'est pas intangible. Autrement, on ne serait jamais là. Autrement, le Spartacus serait toujours esclave et rien n'aurait changé. Et c'est intéressant parce qu'il terminait son livre, il avait été maoïste dans sa jeunesse, en disant, vous voyez, tout ça est indépendant des étiquettes. En Chine, penser à droite, disait-il, c'est être au Parti communiste chinois.
C'est vouloir que le réel ne bouge pas. Vouloir que ceux qui dominent, dominent toujours, que rien ne change. Je vous dis ça pour faire écho légèrement à tout ce que nous entendons depuis 2 semaines dans ce pays-ci et qui nous rappelle évidemment ce qu'on a entendu à d'autres moments, mais qui frise presque l'hystérie politique et médiatique. Il y a des désordres, bien sûr. Et parfois, même les droits dont nous bénéficions ont commencé par des désordres. La Déclaration des droits de l'homme vient de la dynamique créée par la prise de la Bastille. Je le rappelle, le numéro 1 et le numéro 2 de cette prison sont lynchés par la foule. Il y a des désordres. Ça ne veut pas dire que c'est bien, toutes ces violences. Ça ne veut pas dire qu'il faut sacrifier des vies humaines. Mais il y a des désordres. Alors qu'est-ce que fait un conservateur? Supprimez ce désordre, arrêtez ce désordre. Appelez à l'ordre, faites cesser ce désordre. Peu importe si ça crée des injustices nouvelles. Peu importe si c'est au prix de nouvelles injustices, qui vont plus tard créer de nouveaux désordres. Non, il faut d'abord faire cesser le désordre. Le lieu d'où je parle, qui essaye de rendre tout cela intelligible, dit l'inverse. Il dit oui, il y a des désordres. Mais derrière un désordre, il y a des injustices. Et donc il faut d'abord s'interroger sur les injustices. Il faut interpeller les injustices, répondre aux injustices, avoir des paroles sur les injustices, avoir des mots, avoir des actes sur les injustices. Et vous voyez bien le contraste entre tout ce discours depuis 15 jours, qui fait évidemment le bonheur des forces obscures dont je parlais depuis le début, qui n'attendent que ça, un ordre mort, et non plus un désordre vivant, non plus un fatras, comme disait Péguy, Charles Péguy, un fatras. Il préférait un fatras plutôt qu'un ordre mort. J'en termine en spoilant un peu mon livre. Le livre, à la fin, se termine sur une ouverture internationale, car ce dont je vous parle, nous avons des spécificités françaises, des fragilités françaises qui m'alarment beaucoup, qu'ils sont aussi liés à notre système institutionnel, ce pays où le vote d'un seul peut confisquer la volonté de tous, cette monarchie républicaine, cet absolutisme présidentiel français, qui est une exception et qui nous met très en danger, car c'est un raccourci. J'ai parlé des élections qui peuvent permettre à quelqu'un de rafler toute la mise et de brutaliser ensuite une démocratie, ce qui est en grande part déjà le cas. Et donc le livre ouvre sur le monde, sur le fait que tout ce dont je parle a différentes variantes un peu partout dans le monde. Ce sont des variantes qui essayent d'effacer ce avec quoi nous avons vécu depuis 1945. De supprimer l'idée qu'il y ait un genre humain, qu'il y ait des droits humains. Je cite un livre à la fin d'un philosophe américano-israélien qui en est la Bible. Il s'appelle « Les vertus du nationalisme ». Et au fond, il dit, voilà, il n'y a qu'un droit, c'est le droit des nations. Et la nation, elle est définie par son peuple. Et le peuple a évidemment une identité, ce qui veut dire que les minorités doivent se soumettre à cette identité ou s'en aller. Il n'y a qu'un droit, celui des États et des nations. C'est exactement l'inverse de ce qu'a proclamé la Déclaration universelle. Et dans le livre, à un moment, je cite une phrase, dans le livre, on comprend tout de suite de qui elle est, de quelqu'un qui dit « Notre projet politique récuse la notion d'individu du libéralisme. Il n'y a pas d'individu, vous êtes assigné à résidence, à votre communauté, à votre lieu de naissance, à votre communauté d'appartenance. Vous ne pouvez pas vous émanciper, faire chemin librement. Il n'y a pas d'individu libre, de libre arbitre de l'individu. Et puis nous, dit-il, notre projet politique récuse la notion d'humanité qu'il attribue, ce sont ces mots à l'époque, au marxisme, c'est-à-dire à la pensée politique, philosophique qui insufflait les socialistes et les communistes à l'époque où il écrit. Non, pour nous, il n'y a qu'une vérité, c'est le peuple, lequel est déterminé par son sol et par son sang.
le sol, où il est raciné, et le sang qui détermine une identité, qui va être une forme de pureté, qui va s'imposer à d'autres. Et il dit, ce sont des mots simples. Comme grand remplacement, ce sont des mots simples. Ce sont des mots simples, ce sont des phrases élémentaires. Mais leurs conséquences, dit-il, sont titanesques. Mein Kampf, Hitler, 1927. Il ne faut pas considérer que tout cela est simplement l'horreur qui a suivi. Il faut lire ce qui s'est passé avant. Quand il écrit ça, il ne sait pas combien il va avoir raison et combien, en effet, les mots élémentaires qu'il prononce vont réussir à produire des conséquences titanesques. Mais ils vont réussir à les produire parce que d'autres vont les accompagner. Le parti nazi est très fragile en 1932. Ce sont les divisions des gauches et le calcul d'apprentis sorciers des droites qui vont leur permettre d'être au pouvoir. Je ne fais pas un dessin pour vous rappeler notre situation. Et donc je disais que je spoilie mon livre en terminant par le mot qui le termine. Maurice Hollander m'avait appris l'étymologie d'un mot qu'hélas notre président de la République a employé après qu'il ait brutalisé la démocratie française en imposant le 49.3 sur la réforme des retraites qui était refusée unanimement par les organisations syndicales et qui n'allait pas passer à l'Assemblée nationale. Il a dit « je n'ai aucun regret », c'est bien dans son caractère, mais il a ajouté, il a fait savoir officiellement, je n'ai aucun scrupule. Ce qui est une drôle de phrase. Dans la vie courante, on ne fait pas confiance à quelqu'un qui n'a pas de scrupules. C'est quelqu'un avec qui on ne peut pas s'arranger, on ne peut pas faire un contrat, on ne peut pas marcher ensemble, on ne peut pas aller dans la même direction. S'il n'a aucun scrupule, il va y avoir un croche-pied, il va y avoir un coup de couteau dans le dos, je ne sais pas. Et c'est Maurice qui m'avait appris d'où vient ce mot scrupule. Scrupule vient de... Bonjour à l'Arle romaine, gallo-romaine, vient de scrupulus en latin. Un petit caillou pointu. C'était déjà un conte philosophique chez les Romains. Un petit caillou pointu. Les Romains n'avaient pas de chaussures fermées, ils avaient des sandales comme certaines et certains d'entre vous aujourd'hui. Et donc même les légions romaines, les cohortes si victorieuses et si puissantes, un petit caillou. On doit s'arrêter, on doit défaire la sandale, le petit caillou pointu. Le grain de sable, le petit caillou pointu qui va nous entraver. Et donc, je dis ça parce que, au fond, Jean-Pierre Vernant disait dans un de ses derniers textes que j'ai convoqué tout à l'heure que nous devons être des grains de sable que ne réussissent pas à écraser même les plus fortes machines. Donc voilà, je voulais vous inciter à nous dresser contre tout ça. Nous n'avons pas le choix. Notre liberté nous oblige, c'est notre responsabilité. Et puis, puisque je parle de mots, nous n'avons pas le choix aussi parce qu'il faut retrouver un peu de dignité. Tout cela manque de tenue. Tout cela est d'un grand abaissement, d'un grand relâchement de la parole politique, de la conversation médiatique, de la virulence qui s'exprime. Il nous faut retrouver de la tenue, retrouver de la droiture, retrouver ces mots simples qui peuvent nous rassembler sur l'essentiel, encore une fois, dans la diversité de ce que nous sommes. Je vous remercie.